Bonsoir chers amis téléspectateurs, bonsoir chers amis auditeurs, où vous êtes. Nous revoici encore une fois dans les studios de Radio Mouri sur cette soirée du 19 octobre 2021. Comme vous le voyez, ceux qui nous regardent en image, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec, comme tous les mardis, avec l'ami fidèle de Radio Mouri, l'ambassadeur d'Egimana Jean-Marie Vianney, qui va nous aider à comprendre certaines choses, certains points d'actualité que le citoyen XY, le citoyen lambda, aurait un peu de difficulté à comprendre comme diplomate de carrière, certainement qui va nous être d'une grande utilité pour comprendre ces sujets. Alors, je vous dis bonsoir aussi, ambassadeur d'Eximana Jean-Marie Vianney, et je suis très heureux, comme d'habitude, de vous avoir avec moi. Je vous remercie beaucoup, cher Aloïs Sibonga, de m'avoir invité une nouvelle fois à cette émission, et surtout, je dis bonjour ou bonsoir à tous vos auditeurs et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Nous avons deux grands sujets d'actualité, évidemment, au centre de notre pays, notre cher pays, le Rwanda. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous êtes français d'origine rwandaise, que vous êtes ambassadeur de carrière, un diplomate de carrière, que vous avez derrière vous une longue carrière et que vous savez expliquer certaines choses de la diplomatie que un citoyen lambda ne peut pas facilement comprendre. Parce que les sujets que nous allons traiter aujourd'hui sont des sujets qui regardent la politique du Rwanda, mais une politique qui a des ramifications à l'extérieur de ses frontières, donc des frontières du Rwanda. Nous allons parler d'abord de politique intérieure où le FPR, nous le savons bien, le président Kagame et son parti n'ont pas toujours porté dans leur cœur toute opposition politique, toute voix dissonante qui ne dit pas les louanges du président Kagame et son parti. Et l'histoire est jonchée d'actes. Je vais utiliser vraiment un mot très fort où ils ont vraiment maltraité l'opposition, qu'elle soit politique, même les journalistes qui osent critiquer ou alors parler de la vérité de la politique du président Kagame et du FPR. Dernièrement, ils ont fait fort parce que jeudi, le 14 octobre, ils ont commencé une série d'arrestations, une vague d'arrestations qui est allée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où nous sommes. Ils sont à 10 personnes, dont 9 opposants politiques qui appartiennent tous et toutes, parce qu'ils sont mélangés, les hommes et les femmes, au parti de l'opposition de Mme Victoire Ingabire Umuhoza, l'opposante historique du président Kagame. Il y a aussi un journaliste parmi cette vague d'arrestations, des arrêtés. Il y a le journaliste Théoneste Sengimana du journal Mouavou TV. Et nous savons tous que après des arrestations, il y a toute une série d'explications non crédibles les unes que les autres. Mais vous allez essayer de nous aider à comprendre ce qu'il y a derrière, parce que ça faisait un bout de temps que le président Kagame ne se faisait pas parler de lui dans les partis de l'opposition. Peut-être à cause du Covid aussi qui a aidé, mais il recommence très très fort. Alors, nous allons parler aussi des ramifications extérieures, parce qu'il y a eu des voix
qui ont condamné cette vague d'arrestation, que ce soit à l'intérieur du Rwanda, que ce soit à l'extérieur du Rwanda, on va en parler. Un autre sujet d'actualité, je fais une annonce comme ça d'une traite, et nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler aussi d'une incursion récemment, une incursion de l'armée rwandaise qui est entrée sur le sol congolais. Et ce n'est pas un ou deux militaires, ce n'est pas une patrouille, mais c'est une compagnie. Une compagnie, ça veut dire entre 200 et 200 militaires qui sont entrés dans un pays étranger, au Congo. Ils se sont battus là-dedans et pendant longtemps. Qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce que cela signifie? Quand on parle d'un pays qui prône que la région ou la sous-région des Grands Lacs doit être paisible, où il doit y avoir des bonnes relations de voisinage, vous allez nous aider aussi à comprendre tout cela. Alors, les opposants au Rwanda sont malmenés, mais ce n'est pas la première fois. Comme je le disais, le président Kagame et le FPR ne portent pas dans leur cœur n'ont jamais porté dans leur cœur les opposants. Vous avez assisté à tout cela depuis l'arrivée du FPR et de Kagame au pouvoir. C'est pas je n'exagère rien si je dis qu'ils n'ont pas porté l'opposition dans leur cœur. Non, c'est même très, je n'oserais pas dire faible, hein, mais c'est en deçà de la réalité parce que tout simplement, ils ne veulent même pas entendre parler de l'opposition, de toute opposition, qu'elle soit civile ou politique. Cela a commencé dès le départ, en 1994. Et tous ceux qui pouvaient s'exprimer ont été soit enlevés et assassinés, soit alors tués dans la rue. On a vu, on connaît plusieurs cas. Depuis 1994, le FPR a fait disparaître plusieurs personnes, soit au pays, au Rwanda, ou alors à l'étranger, y compris parmi ses plus fidèles serviteurs pendant les 4 ans de guerre de 1990 à 1994. Je ne citerai pas de nom, mais c'est des cas très connus. Il y a eu des préfets, il y a eu des directeurs de cabinet, il y a eu des prêtres, parce que les prêtres au Rwanda représentaient une sorte de menace, parce que c'était des témoins proches de la population qui pouvaient raconter ce qui se passait au Rwanda. Il y a eu des anciens ministres, il y a eu des militaires dans tous les secteurs. Donc aujourd'hui, je crois que ce n'est pas que les opposants politiques, parce que pour Kagame, en fait, tous ceux qui ne disent pas le chapelet des lois instituées par le FPR, qui divergent un tant soit peu avec sa Bible, eh bien, ce sont des opposants. Que ce soit des jeunes youtubeurs ou youtubeuses, que ce soit des journalistes, tout simplement des leaders d'opinion, des musiciens, des poètes, toute personne pouvant apparaître aux yeux du régime de Kagame comme populaire dans ce pays et donc susceptible éventuellement d'influencer l'opinion est considérée comme un ennemi à faire disparaître, à abattre. La preuve en a été apportée récemment, tous ces jeunes poètes, musiciens, youtubeurs qui ont soit disparu ou alors qui sont en prison pour vraiment des faits dont on ne sait pas comment le régime de Kagame en est venu à penser que Karasira pouvait être une menace, que Siaka Gilbert pouvait être une menace à son régime. Regardez un peu plus loin, on peut remonter dans l'histoire, j'allais dire récente, mais un peu plus ancienne aussi quand même, l'arrestation de tous ceux qui ont essayé de se présenter aux élections présidentielles. Le docteur Niteyeka, eh bien, il est en prison depuis 2003. Deo Mouchaïdi, qui était un simple rescapé, même s'il était dans l'opposition, mais il n'a jamais menacé le régime de Kagame militairement ou autre. Mais tout simplement parce qu'il disait la vérité,
eh bien, il croupit en prison, il a été condamné à perpétuité. C'était un Tutsi rescapé du génocide. Donc là, on ne va même pas parler de Hutus génocidaires, qui est le prétexte rêvé du régime de Paul Kagame. Mais rappelez-vous aussi qu'en 2010… De vous interrompre un peu, c'était un cas vraiment d'étude de Mouchaïdi parce que Tout à il fait. est ici, il n'a pas de groupe armé, donc on l'accuse pas d'avoir des groupes armés. Il n'a pas, en tout cas, attaqué le pays comme on le fait actuellement pour les Araguina. Et voilà, donc il n'est pas génocidaire. Euh, a priori, il n'y a pas de péché C'est originel. ce que certains pensent, mais vous savez, le FPR, lui, il a ses registres. Il Mm. a son registre d'accusation, parce que Deo Mouchaïdi, pour ceux qui ne le savent pas, il a travaillé au secrétariat général du FPR pendant un temps, après ses études en Suisse. Et puis Deo Mouchaïdi, une fois qu'il est arrivé en exil, il a participé à l'élaboration de plusieurs documents importants, dont l'un auquel on ne fait jamais attention, hein. Mais moi, j'ai connu ce document avant même qu'il ne soit publié. Ensuite, je l'ai étudié, je l'ai approfondi. Deo Mouchaïdi a signé un document qui accuse le FPR d'avoir planifié le génocide des Tutsis. Mm. Cela, on a tendance à l'oublier. Donc, ça, c'est un crime c'est plus grave pour Kagame qu'un génocidaire, tout simplement. À la limite, il préférait dîner avec des génocidaires que de dîner avec un Tutsi intellectuel comme Deo Mouchaïdi, un journaliste réputé pour son sérieux, mais qui écrit un mémorandum en affirmant qu'il avait des preuves, surtout qu'il l'a écrit avec des camarades Hutus, où il prouve que le FPR a tout fait pour que le génocide des Tutsis ait lieu, et le génocide des Hutus. Et où il prouve dans ce mémorandum, bon, on peut toujours reprocher ceci ou cela à ce que nous écrivons, mais ce mémorandum-là apporte beaucoup de preuves des crimes de Paul Kagame dès le départ, déjà avant même l'agression du 1er octobre 1990. Donc ça, c'est un crime très grave dont le FPR n'a pas accusé Deo Mouchaïdi, mais qu'il gardait à l'esprit, et c'est pourquoi ils ont voulu le faire taire, le museler à jamais, en le condamnant à perpétuité. Après, il y a eu le flot d'autres arrestations. Victoire Ingabire elle-même, qui a décidé en 2010 de rentrer dans son pays pour inscrire un parti politique, son ancien parti politique légalement, eh bien, le fait qu'elle ait abordé la question de la mémoire, eh bien, elle s'est retrouvée en prison. Elle a passé 8 ans en prison, condamnée à 15 ans, sans autre forme de procès. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, c'est le prolongement de tout ça. Lorsqu'on arrête 9 membres, ça c'est ceux qui viennent d'être arrêtés de son parti d'Alpha, quand le FPR fait disparaître les autres, les cadres de son parti, à partir de quelques années déjà, son vice-président a disparu, il a été tué en fait, et d'autres. Lorsqu'ils arrêtent un jeune journaliste, un journaliste très, très compétent, connu aussi pour son sérieux, pour, j'allais dire, son exemplarité. Théo Sengimana, parce qu'il fait des interviews, il fait faire des interviews, il voit tout le monde. C'est un garçon qui passe partout. Il ne prend jamais parti, mais il pose des questions qui amènent ses interlocuteurs à dire des choses. Eh bien, c'est un crime là aussi. C'est pourquoi plusieurs partis politiques et associations, j'allais dire, membres d'une coalition qui s'appelle Rwanda Bridge Builders, a sorti un communiqué en condamnant toutes ces arrestations intempestives et arbitraires. Inacceptable. Inacceptable, c'est vraiment la loi c'est une loi de fer qu'ils sont en train d'exercer sur surtout la jeunesse rwandaise, qui doit se taire ou mourir.
Et donc, ce communiqué a été diffusé partout. Heureusement qu'il y a aussi une certaine presse internationale qui commence à voir les actions de l'opposition rwandaise. Ça ne met pas fin à ces arrestations, mais au moins le monde sait. Le monde sait qu'il y a quelque chose qui se passe au Rwanda, de pas très, très ordinaire, de pas catholique. Mais je peux dire en résumé que le régime du FPR, qui est un régime ultra minoritaire, au sens sociologique et au sens politique du terme, dont la seule force, c'est l'armée, c'est la guerre, c'est la violence, ce régime, il vit dans la peur. Il vit dans la peur. Un jour, j'avais dit que lorsqu'il voyait des mouches voler au-dessus de Kigali, il pensait que c'était des avions qui venaient bombarder la capitale. C'est vraiment le cas de le dire aujourd'hui. Ils ont peur de tout et de tout le monde. C'est le premier élément qui explique les agissements du FPR. Deuxième élément, évidemment, c'est la volonté de garder ce pouvoir, justement, qu'ils ont peur de perdre. Ils ont peur que les Rwandais ne se réveillent de cette torpeur, de cette forme de soumission qu'ils subissent depuis presque 30 ans. Parce que tout simplement, au-dessus de leur tête plane la violence, les assassinats, l'emprisonnement intempestif, les arrestations comme celles qu'on vient de voir, auxquelles on vient d'assister. Donc, c'est la peur qui fait marcher ce régime. Et c'est pourquoi nous, Rwandais, nous ne devons pas nous laisser impressionner. Justement, nous devons mettre fin à cette peur progressivement. Ce régime finira par lâcher du lest. Et il ne peut pas continuer à massacrer les gens. Il ne peut pas continuer à enfermer des opposants, à les kidnapper, comme cela fut le cas pour Paul Rusesabagina et tous les autres qui ont été arrêtés ces 3 derniers mois, ou avant ou après. Donc, c'est vraiment l'explication que je donne. La peur, la peur, la peur, la volonté de soumettre ce peuple, la volonté de mettre fin à toute velléité de libération et surtout à l'égard de certains principes. Le FPR n'aime pas tous ceux qui réclament le principe d'égalité et la liberté d'opinion. Ça, ils n'aiment pas. L'égalité pour le FPR, demander l'égalité des citoyens, c'est commettre un crime. C'est le crime de lèse-majesté parce que, justement, ce régime est fondé sur l'apartheid ethnique et sur bien d'autres travers que je pense le peuple rwandais a déjà vu et il est décidé à mettre fin à ces travers. Pour l'instant, on peut déjà... C'est l'introduction que je donne à ce débat. Si vous voulez, on continue. Oui, ça a le mérite d'être clair. Donc, il y a la peur qui entraîne la violence. C'est ça, en un mot, comment vous venez de nous décrire le FPR. Et les pauvres citoyens qui ne peuvent rien dire, et qui ne peuvent, donc celui qui lève le doigt, alors il est lynché, il est emprisonné, voilà, c'est ça la bonne description. Je vais aller vite dans notre émission parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est pourquoi nous allons parler des voix qui ont dénoncé cette nouvelle vague d'arrestations. Il y en a de partout. Il y en a à l'intérieur du pays, il y en a à l'extérieur du pays. Je viens juste, lorsque je me préparais à démarrer nos émissions de ce soir, on vient de m'envoyer donc la condamnation, un communiqué qui condamne ces arrestations, cette vague d'arrestations. C'est un communiqué qui vient d'un autre parti de l'opposition qui est à l'intérieur et qui ne mâche pas ces mots pour condamner cette vague d'arrestations. Donc, c'est le parti socialiste Imberakuri, comme on le voit sur les images. J'espère que c'est bien visible. Donc, ils disent que le Rwanda est un pays qui brille dans les actes de violation des droits de la personne humaine, dont notamment la spoliation de la population, l'emprisonnement, les disparitions forcées et assassinats ciblant les membres de l'opposition, pour ne citer que cela. Voilà. Donc, c'est un communiqué d'une page qui parle de l'histoire, comme nous venons de le faire, et qui décrivent justement le FPR, comme on vient aussi de le faire.
Il condamne justement hein, les arrestations. À son propos, le parti PS Imberakuri revient sur la vague d'arrestations dont fait l'objet les journalistes rwandais, à l'instar de Théoneste Nsengimana, les membres du parti d'Alpha Mourinzi qui croupissent dans les couloirs de la mort du parti FPR depuis le 14 octobre 2021, et sans oublier la présidente du parti d'Alpha Mourinzi, Madame Victoire Ingabire Umuhoza, qui est dans le viseur du bureau d'investigation Rwanda, RIB, et ce, d'après sa convocation par son redoutable bureau ce matin. Voilà, et il condamne toute cette nouvelle vague d'arrestations. Ça, c'est à l'intérieur du pays. Mais à l'extérieur du pays aussi, il y a eu des condamnations. Comme vous êtes français et que vous êtes en France, d'ailleurs, vous avez certainement eu connaissance de la condamnation du député Sébastien Nadeau, hein, qui était tout aussi clair que donc la condamnation de ce parti PS Imberakuri. Je vais très rapidement aussi vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà, donc vous voyez l'emblème de l'Assemblée nationale ou le logo. Donc, ça vient du député Sébastien Nadeau, qui condamne la nouvelle vague d'arrestations. Donc, répression de l'opposition démocratique rwandaise par le régime de Paul Kagame. Hier soir, donc, le communiqué, il a fait le 14 octobre, donc jeudi. Hier soir, 23h, les proches collaborateurs de l'opposante démocratique, Mme Victoire Ingabire, présidente du parti d'Alpha Mourinzi, ont été arrêtés à Kigali et dans d'autres villes du Rwanda par les forces du régime de Paul Kagame. Je dis en passant que actuellement, à partir de jeudi jusqu'à aujourd'hui, mardi, le total des arrestations, s'élève à 10 personnes. On va voir leur nom par après. Le député Sébastien Nadeau continue en disant « Victoire Ingabire craint elle-même pour sa sécurité ». Elle a été par après, c'est moi qui le dis, donc après que le communiqué du député Sébastien Nadeau est sorti, Mme Victoire Ingabire a été convoquée par le bureau du RIB, comme on vient de le dire, le parti PS Imberakuri, et aujourd'hui, elle devait comparaître, mais elle n'y est pas allée suite à la mauvaise forme donc, physique. Elle est atteinte d'une grippe et elle n'est pas partie se présenter. Et le RIB, je pense qu'ils se sont mis d'accord. Alors, le député français Sébastien Nadeau dit il donne les noms de ceux qui avaient été arrêtés jusque-là. Il parle de Sylvain Sibomana, qui avait encore été donc, dernièrement libéré d'une arrestation en mars 2021 après un emprisonnement injuste de 8 ans. Et il a retourné, hein, il doit actuellement être détenu à la station de Kicukiro, Remera. Alphonse Mutabazi, représentant du parti de Victoire Ingabire au nord du Rwanda, il doit actuellement être détenu à la station de police de Rubavu. Théoneste Nsengimana, le journaliste dont on parlait, est youtubeur populaire. Il accorde fréquemment des interviews à Mme Victoire Ingabire et diffuse ses discours sur sa chaîne YouTube Umubavu TV. Il doit actuellement être détenu à la station de Kicukiro ou Remera. Alexis Chubanganya, représentant du parti de Victoire Ingabire à l'est du Rwanda, il doit actuellement être détenu à la station de Remera à l'est du pays. Outougé Joyeuse, assistante personnelle de Victoire Ingabire, elle est actuellement détenue à la station de police de Gikondo. Ces personnes ont été arrêtées en lien avec la journée Ingabire Day, une journée internationale de réflexion sur
les prisonniers politiques au Rwanda, organisée chaque année le 14 octobre. Ambassadeur Bigirimana Jean-Marie Vianney, vous allez nous parler de cette journée. Est-ce qu'elle mérite vraiment de faire arrêter des gens parce qu'ils se sont remémorés des leurs, hein? Donc, vous parliez de la mémoire. Alors, se remémorer des malheurs des membres de famille ou des membres de parti, ou je ne sais pas moi, est-ce que ça doit être un crime de lèse-majesté? Voilà. Je vous remercie. Je vais d'abord dire merci au député Sébastien Nadeau parce que ils ne sont pas très nombreux, les députés français qui s'intéressent à ce qui se passe au Rwanda. Lui, il a tout compris déjà lors du sommet de Montpellier. Il s'est insurgé contre ce cinéma France-Afrique entre le président Macron et les jeunes Africains, en fait, qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient à Montpellier, pour certains. Ils l'ont dit devant sur les chaînes de télévision, ils ont dit « on nous a fait venir, on ne savait pas pourquoi on venait ». C'est l'ambassadeur français dans notre pays qui nous a tout payé, mais les pauvres, ils ne savaient pas pourquoi ils venaient en France. Entre-temps, au Rwanda, justement, le régime faisait la chasse à toute cette jeunesse qui pense, qui a des opinions politiques et qui critique un tant soit peu ce qui se passe dans notre pays. C'est ça, en fait, la préoccupation de Sébastien Nadeau, qui est un député progressiste connu. Et j'espère que vraiment son action, que sa prise de position va influencer plusieurs autres députés français. Parce qu'à la veille surtout de l'élection présidentielle, où Macron est déjà en campagne, hein, on a peur que le Rwanda ne soit pas complètement zappé, comme on dit. Eh bien, pour parler d'Ingabire Day, d'abord, c'était une réunion virtuelle qui était prévue. C'est ça. Mais le gouvernement rwandais accuse le journaliste Théo d'avoir prévu une manifestation. Pour troubler. Une manifestation en ligne. Mais franchement, où est le sérieux? Un gouvernement qui a peur d'une réunion en ligne virtuelle, c'est ce que ça veut dire, au cours de laquelle on allait sans doute louer les vertus de la liberté, de l'indépendance et de la démocratie. C'était ça l'objectif. Et en l'honneur à Victoire Ingabire, c'est une journée qui a été institutionnalisée, si je puis dire, par plusieurs organisations des Rwandais, aussi bien au pays qu'à l'étranger. Donc, penser que cette journée donne lieu à des manifestations contre le régime, alors que ça se passe sur Internet, une fois encore, cela montre la peur qui s'empare de ce régime chaque fois que les Rwandais prennent la parole, chaque fois que les Rwandais sont soucieux de montrer ce qu'ils pensent et de dire ce qu'ils pensent, leur opinion sur la politique générale dans notre pays. C'est vraiment une démonstration de faiblesse. Les Rwandais doivent le savoir. Marie Vianney, comment pouvez-vous nous expliquer la peur qui va jusque-là? Bon, on dit que le FPR a toujours combattu les opposants physiques quand ils arrivaient au pays, mais justement la peur jusqu'à avoir peur de ce qui se passe sur le net, il y a une raison à cela. Pourquoi la peur va grandissant? Est-ce que c'est un signe de la faiblesse qui va encore de plus en plus dans les mêmes proportions? Alors, essayez un peu de nous expliquer justement le pourquoi de cette peur de rien du vent qui va grandissant. Moi, je pense que pendant ces 27 dernières années, le régime du FPR était habitué à tout faire tout seul, à ne jamais rencontrer de contradiction. Or, parce que tout simplement, ce régime avait la main sur tous les moyens de communication. La presse était sous ses ordres, toutes les radios donc sont sous ses ordres, la télévision, il n'y en avait pas
deux ou trois, c'est la télévision nationale. Alors que depuis ces dernières années, les masses médias ont créé un environnement qui favorise l'expression des opinions. Il y a les chaînes YouTube que tout le monde peut créer, comme ça on a vu le cas de Yvonne Idamangue, qui en 4 vidéos a fait tomber la République, ou en tout cas dans la tête des gens. Idamangue a fait un coup d'État pacifique, hein? Un coup d'État idéologique. Là aussi, il s'agit d'une fille, d'une femme de 43 ans, qui est une rescapée du génocide des Tutsis. Donc, on ne va pas l'accuser d'être une négationniste ou d'être génocidaire, mais qui a compris que ce régime maltraitait la population, que c'était un régime impopulaire et injuste. Elle a fait 4 vidéos, elle a été arrêtée pour ça. Plusieurs jeunes sont dans le même cas. Donc, en fait, c'est contre la liberté de la presse, c'est contre la liberté d'opinion, le droit d'opinion tout simplement, que le régime craint. Le régime de Kagame a peur que l'extérieur, que les Rwandais eux-mêmes comprennent finalement que c'est un régime fondé sur la violence. Mais je pense aussi qu'il doit y avoir des faiblesses internes. Le régime doit avoir des soucis en interne qui lui font craindre qu'avec un peu de mouvement à l'intérieur, des choses graves peuvent se passer. Il n'y a qu'à voir, parce que nous parlons là des 9 arrestations ou des 10 arrestations de cette semaine, hein, la semaine dernière. Mais regardez ce qui s'est passé courant septembre et octobre. Combien de morts on compte dans les rues de Kigali? Des gens abattus par la police, des hommes, des femmes, des enfants. Et ça, c'est ce qu'on voit. Parce que chaque jour nous apporte son lot d'exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires par la police du régime. Il y a bien avant aussi le jeune youtubeur Siaka Gilbert. Exactement. Lui est disparu jusqu'à présent. Et dont la femme, donc suite à cette disparition, sa femme a été arrêtée, amenée dans les bureaux de ce terrible RIB. Tout simplement parce qu'elle a raconté d'abord l'arrestation, plutôt les menaces et le harcèlement, les persécutions que subissaient son mari et leurs enfants. Et ensuite, elle a raconté comment elle a été torturée par la police du régime avec des instruments de torture électriques jusque dans ses parties intimes. On ne cessera pas de le répéter. C'est une barbarie sans nom. Et donc, pour la sanctionner, pour la punir d'avoir dit la vérité, d'avoir révélé ces cas de torture, eh bien, elle a été elle-même de nouveau arrêtée. On ne sait pas où elle est, à moins qu'elle... Je ne sais pas si elle est déjà sortie de prison. Vivante. Je ne pense pas. On ne sait pas où elle est en réalité. Le jeune Siaka Gilbert, lui aussi qui avait été victime de son courage pour avoir révélé que l'armée de Paul Kagame avait assassiné une 50aine de membres de sa famille dans une région où il n'y a jamais eu de génocide des Tutsis, une fois encore. Donc le prétexte du génocide des Tutsis tombe. Et ça ne plaît pas au régime de Kagame, qui a beaucoup de choses à se reprocher. En réalité, tous ces gestes presque robotiques, ils agissent comme des robots, je vous assure. Tout ce qui bouge, il frappe. Pourquoi? Parce que le FPR sait qu'un jour il paiera les crimes dont il n'a jamais été accusé officiellement, mais que tout le monde connaît. Le FPR a sacrifié la vie de nos parents Tutsis. Ils ont massacré tout par centaines de milliers depuis 1990 au Rwanda et en RDC, et tout ça lui fait peur. Ils savent qu'un jour, si cela revient à la surface et si la communauté internationale s'y intéresse, parce que les Rwandais, eux, savent, et c'est pourquoi les jeunes Rwandais, Tutsis, dénoncent cet état de choses, cette injustice, eh bien, en fait, c'est la peur d'être un jour confronté à leurs crimes. Kagame a peur de ces crimes-là. Chaque fois qu'on en parle, il devient malade. Vous avez vu, les gestes ne trompent pas. L'interview qu'il a donnée récemment sur l'affaire de Paul Roussé-Sabagina à la presse internationale et rwandaise,
vous avez vu comment il réagissait, il était excité, il était presque, il avait les yeux exorbités, parce que tout ça amène à croire que Paul Kagame a des choses à cacher. Et à chaque fois, il revient par des accusations en miroir. Ce dont il accuse Rusesabagina, en fait, c'est les propres crimes de Kagame qui lui revient en tête et qu'il veut. Voilà, c'est la peur. Ils ont peur de l'avenir. Et à leur place, j'aurais peur aussi, parce qu'ils ont commis des crimes innommables. Et donc, j'espère bien que les Rwandais en sont conscients et qu'au-delà des différences ethniques habituelles, les gens vont voir l'avenir en empathie, en solidarité. Il faut que tout le monde se dise que cela doit prendre fin. Il faut que les gens comprennent que les crimes de Paul Kagame et de son régime doivent prendre fin. Malheureusement, au lieu d'essayer de régler cette affaire-là, il s'en prend aussi aux pays voisins. Il exporte la violence dans les pays voisins au lieu de cultiver la paix. Si vous voulez bien. Mais pour terminer sur celui-ci, je vous ai détourné un peu quand vous commenciez à développer la position de l'opinion internationale sur ces agressions internes, ces arrestations, ces tortures intérieures, ces disparitions forcées. Les Occidentaux, comme on dit, les pays européens, les Américains, et qui assistent à tout cela, parce qu'ils ont des ambassadeurs là-bas, les ambassadeurs qui font des rapports, et qui, jusqu'à présent, à part le cas d'Olsesabagina, que compte tenu vraiment de l'efficacité de l'activité de sa famille, a fait bouger certains organes américains et même européens. Mais pour le reste, le petit peuple, les Occidentaux assistent sans rien dire jusqu'à présent, ce qui nous fait réagir quand un député, un simple député, enfin, je m'excuse pour M. Jadot, M. Nadeau, un député, quand il fait une déclaration comme ça sur des méfaits du FPR, comme ça nous... non, nous sommes obligés de parler de lui. Normalement, l'Occident, donc son gouvernement devait aussi, qui a connaissance de faits comme ceci, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a c'est eux qui nous poussent à réclamer nos droits. Hein. Vous parliez de la conférence oui. Ils nous disent réclamer vos droits, mais quand nous les réclamons, on nous tue, on nous emprisonne et la France ne fait rien. Et ces pays dits de grande démocratie ne disent rien. Ça, c'est l'ironie du sort. C'est l'ironie du sort, mais je pense que nous avons aussi notre turpitude. Nous ne faisons pas notre devoir. Hein. Il faut le savoir. Vous savez, aujourd'hui, lorsque l'on ose parler du génocide contre les Hutus, par exemple, les premiers à nous attaquer, à nous désapprouver, c'est nos propres collègues. Donc, c'est un peu nous tirons sur nous-mêmes au lieu d'avancer ensemble pour faire payer ces crimes au régime du FPR. Pour moi, c'est une des principales faiblesses de l'opposition rwandaise et des Rwandais en général. Nous devons mettre de côté nos faiblesses, nos querelles, pour nous concentrer sur ce qui peut sauver les Rwandais et le Rwanda de ce régime qui tue les populations, qui massacre tous les jours, qui fait disparaître la jeunesse. C'est ça, en fait. Vraiment, il faut une mobilisation générale. Maintenant, pour revenir au député Sébastien Nadeau, mais ces grandes démocraties ne doivent pas être tirées par les oreilles pour aller quand même voir où il y a des injustices, où il y a des atteintes aux droits de l'homme. Non. Si en même temps, vous savez, les grandes démocraties, elles ont leurs problèmes aussi.
Si au lieu d'attirer leur attention, de les mobiliser, leur demander de l'aide, du soutien, nous allons leur dire que non, il ne faut pas accuser le FPR de tel ou tel crime, vous savez, ils vont se dire, mais de quoi on se mêle finalement à la place des Rwandais? Si les Rwandais eux-mêmes ne veulent pas dénoncer ces crimes, pourquoi nous, on doit s'en mêler? C'est ça le problème. Nous n'avançons pas ensemble pour parler de la nature réelle de ce régime. C'est un vrai problème. Maintenant, effectivement, on peut s'étonner quand même qu'un gouvernement comme celui de la France garde un mutisme assez curieux. On peut s'étonner aussi que son ambassadeur à Kigali soit trop proche du régime de Kagame. On peut s'étonner que la résolution du Parlement européen n'ait pas suscité d'engouement ou d'enthousiasme à Paris. C'est vrai. Mais là aussi, c'est à nous de faire notre devoir. Les Français ne peuvent pas se battre à notre place, les Belges non plus, les Américains non plus. Il a fallu des organisations non gouvernementales pour tirer là où il fallait, pour dire Rusesabagina ne mérite pas d'être en prison, mais les gouvernements eux-mêmes n'ont pas fait leur travail. Même le gouvernement dont il est citoyen, là, le gouvernement belge. Réellement, on peut s'en étonner là aussi. Mais là aussi, si on doit revenir dans l'histoire, c'est le même prétexte. Ils vont vous dire, oui, mais Kagame et son armée ont arrêté le génocide. D'abord, ce n'est pas vrai. Et même si c'était le cas, ce n'est pas une raison de tuer la population. S'ils ont arrêté un génocide, ce n'est pas une raison d'en commettre un autre contre ce qui reste de Rwandais. On ne veut pas de génocide continu dans notre pays ou dans les pays voisins. Donc, même là, les gouvernements étrangers font un mauvais jugement, il faut aussi se rendre compte. C'est pas possible. C'est plutôt mettre l'huile sur le feu. Si vous voulez éteindre un génocide de part et d'autre qui va dans l'autre sens, c'est perpétrer en fait une sorte de perpétration de la culture et des génocides. Et c'est ce que le FPR fait. Vous avez raison, mais si vous me permettez, je regarde un peu sur ma montre, on pourrait sauter justement au deuxième sujet, qui est tout aussi brûlant, parce que et qui regarde aussi l'attitude belliqueuse, je pense. Nous disons chaque fois quand nous dirigeons des émissions que nous ne devons pas prendre des positions, mais devant certaines situations, nous sommes obligés aussi d'utiliser les termes adéquats pour certaines situations. Voici la situation. Hier, le 18 octobre, les éléments des RDF, des militaires rwandais, de l'armée rwandaise, traversent la frontière. Ils vont dans un pays voisin, le Congo, la RDC. Ils franchissent une distance qui couvre 6 villages. Si on peut s'imaginer la superficie d'un village et qu'on les aligne les uns après les autres et qu'on les traverse, on traverse 6 villages, on peut s'imaginer la distance pour un grand pays comme le Congo. Donc, et puis, le nombre de militaires, selon les sources vraiment crédibles, 200 à 250 personnes, une compagnie. C'est mon d'examen à Jean-Marie Vianney. Pouvez-vous nous dire comment un pays, vous avez été ambassadeur pendant que le Rwanda était en guerre, pendant que vous savez beaucoup de choses des incidents transfrontaliers. Comment pouvez-vous qualifier un tel incident sans même entrer dans les détails? Quand j'ai utilisé le mot belliqueux, je pense que
on peut trouver même plus virulent. Qu'est-ce que vous en dites, cet acte? Est-ce que c'est normal dans la diplomatie et dans le bon voisinage dans une région ou une sous-région en présence d'un régime Jean Marifiani? Je vais d'abord citer un de mes anciens professeurs, Zaïra, à l'époque. C'était en 1975, on parlait de la coopération régionale, on parlait de la nouvelle loi qui venait d'être mise en place sur l'extradition pour les crimes transfrontaliers. On parlait de la situation des populations Banyarwanda dans le Nord Kivu. Et puis un étudiant, Zaïrois, a dit, mais vous savez, monsieur le professeur, pourquoi vous intéressez tellement à ce petit pays voisin, le Rwanda, le Burundi? Pourquoi vous intéressez? C'est des petits pays sans importance. Eh bien, le professeur Mampouya, puisque c'est de lui qu'il s'agissait à l'époque, il a pris le temps, il a regardé l'étudiant, l'impétrant. Il lui a dit, monsieur, vous n'avez rien compris. Le Zaïre, notre pays, a 9 voisins. Mais la zone la plus dangereuse, c'était la première fois que j'entendais utiliser l'expression ventre mou. Il a dit le ventre mou de notre pays, le ventre mou de la République, c'est le Kivu. C'est ce qu'il avait dit à l'époque. Et c'est pourquoi vous voyez que le président Mobutu met tellement de force, accorde tellement d'importance à la CPGL. C'était l'explication du professeur Mampouya, c'était un géopoliticien qui avait tout compris. Eh bien là, j'ai l'impression que les autres, ceux qui ont succédé à Mobutu, n'ont pas compris. Ils ont juste vu venir l'AFDL, qui, après quelques mois, a pris la capitale. C'est vrai que Mobutu était faible en ce moment-là. Il n'était plus le même Mobutu de 1975. Mais ils n'ont pas compris que le Rwanda venait de percer ce ventre mou, presque irrémédiablement. Le Rwanda a compris le jeu du Congo. Ils ont percé le ventre mou, ils sont entrés dedans. Et chaque fois qu'il y a un petit souci au niveau du Rwanda, ils tournent la brioche pour prendre ce qu'il y a de plus succulent en République démocratique du Congo. Si le Congo continue dans cette position, dans cette attitude incompréhensible par ailleurs, parce qu'il y avait des signes avant-coureurs. Rappelez-vous, j'avais donné, il y a quelque temps, je pense il y a 2 semaines, je parlais des prisonniers qui ont été extraits la nuit des prisons à Tchangougou, à Boutaré et ailleurs. Et d'après les informations que j'avais, ces prisonniers allaient être envoyés vers Beni et plus loin encore pour occuper des terres dont le Rwanda a acquis l'usufruit de la part du président Tshisekedi. C'est-à-dire que les 2 chefs d'État, congolais et rwandais, se sont retrouvés à Goma, ils ont signé des contrats. Ils ont signé des contrats. Kagame savait ce qu'il signait, lui. J'espère vraiment que le président Tshisekedi a mesuré les conséquences de cette signature. Des contrats miniers, des contrats agricoles. Et il y a quelques jours, j'ai vu dans une émission, là aussi, j'ai vu les plans de vol de Rwandair. Vous savez, la nouvelle plateforme de Rwandair en Afrique, ce n'est pas à Kigali, c'est à Goma. À partir de Goma aujourd'hui, vous avez des vols vers l'Afrique du Sud, vers le Gabon, vers le Kinshasa, vers le Lubumbashi, vers le Kenya, vers partout. C'est une vraie plateforme, un hub en termes d'aviation. C'est de là que partent les vols de Air Rwanda, qui est devenu Rwandair. Or, quand vous vous rappelez que le général Muganga avait dit qu'avec Rwandair, il serait en mesure de se retrouver partout. D'ailleurs, il faisait allusion à la République démocratique du Congo, qui n'ont plus besoin de traverser la forêt équatoriale pour aller à Kinshasa, qu'ils iraient par Rwandair, et qu'avec Rwandair, ils allaient occuper ces pays, que leur guerre
serait désormais pacifique. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. Comment comprendre qu'une compagnie rwandaise, d'ailleurs rwandaise, cette société appartient en réalité à Kagame et à ses camarades. Hein. Ce n'est plus une société nationale comme à l'époque. Comment voulez-vous quelle est sa plateforme à Goma, dans une ville voisine du Rwanda, alors qu'il y a un aéroport international à Kigali? C'est impressionnant quand vous voyez les plans de vol. Hein. Chaque jour, chaque jour. La coopération régionale, c'est une bonne chose. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Le Congo s'est fait piéger. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont certainement regretter d'avoir ouvert les portes aussi grandes au régime de Kagame. Mais pour revenir justement à l'incident d'hier, là aussi, on nous a dit que la traversée de la frontière s'est passée du côté, je pense, comment on appelle cette région-là? En fait, c'est dans la zone de Nyiragongo. Oui. Dans la zone Nyiragongo. Mais en réalité, il paraît que la traversée s'est étendue plus loin, vers le nord. Donc, ils ont attiré les Congolais, l'armée congolaise, dans une zone pour tromper sa vigilance. Eh bien, l'armée congolaise, les FARDC, sont allés là où en fait, ils n'avaient même pas besoin d'aller, alors que de l'autre côté, il semble qu'il y a eu plusieurs centaines de militaires rwandais qui se trouvent aujourd'hui en RDC, qui ont renforcé les positions qu'ils avaient. Vrai ou faux, on verra les jours à venir. Mais tout compte fait, il s'agit d'un acte quand même malveillant, un acte hostile. Malgré les dénégations de certaines autorités congolaises, aujourd'hui, j'ai entendu l'interprétation du député national Sebishimbo, qui nous a habitués quand même à certaines positions difficiles à comprendre. Pour lui, il n'y a pas d'incident. Pour lui, les pays vivent en paix, c'est des pays amis, tout est bien, quoi. Il n'y a rien à voir. Mais je pense que c'est une déclaration qui risque de s'avérer fausse. Et vraiment, il faudrait que M. Sebishimbo aussi fasse attention dans ses déclarations à titre des intérêts. C'est normal, c'est un député national du Nord Kivu. Son souhait, c'est quand même que les deux pays vivent en paix. Mais, est-ce que les Congolais sont sûrs que toutes les troupes rwandaises qui ont traversé la frontière ouvertement, est-ce que c'est tout ce qu'il y a eu comme traversée où il y a eu des infiltrations secrètes aussi, par ailleurs? Mais vivre en paix, à quel prix? C'est ça aussi. Le prix de la coopération risque d'être très, très lourd. Et les populations congolaises, en tout cas, en payent le prix parce que déjà, hier, quand les troupes rwandaises ont pénétré au Congo dans les 6 villages que vous avez, les premières victimes ont été les citoyens congolais, les populations. Elles ont fui vers Goma, elles ont fui vers le nord et vers partout parce qu'elles se disaient c'est une nouvelle fois une guerre qui va... ils sont partis avec tout ce qu'ils pouvaient attraper. Eh bien, c'est pas une situation de paix lorsque les populations ont peur au quotidien. Ce n'est pas de la coopération régionale lorsqu'un pays, en permanence, fait peser la menace sur les populations de son pays voisin. Et vous savez que la même situation règne entre le Rwanda et le Burundi. Il y a quelques jours encore, il y a eu des incidents à la frontière burundaise. Il y a maintenant des massacres terribles dans la zone de Mulenge par Red Tabara, qui est une partie de l'armée rwandaise. Donc, on est dans une situation de guerre régionale permanente, organisée par le gouvernement de Kigali. Et ça risque de porter atteinte à la souveraineté des pays voisins. C'est déjà le cas, mais aussi les Rwandais vont en souffrir. Je pense que les Rwandais risquent un jour de payer le prix de toutes ces aventures du régime de Paul Kagame. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'invite une nouvelle fois les autorités de Kigali à cesser ce jeu qui n'est pas
favorable justement à la coexistence pacifique entre les pays, mais j'invite aussi le gouvernement congolais à être plus vigilant, à ne pas se contenter de signer des contrats, mais à la limite, pour rassurer les Congolais et les Rwandais de la frontière, les Rwandais de la zone frontalière, le Congo pourrait prendre des décisions musclées, non pas expulser l'ambassadeur comme certains l'ont suggéré, mais pourquoi pas, l'ambassadeur du Rwanda, mais pourquoi pas on ne le convoquerait pas de manière, en le disant, on l'a convoqué pour qu'il fournisse des explications. À présent, jusqu'à la minute où nous parlons, je ne pense pas que cela ait été le cas. Autre chose, ce serait peut-être de geler il y a encore le contrat de Rwandais. Geler ce contrat en attendant d'y voir plus clair. Parce que c'est un contrat, c'est une sorte de cheval de Troie en République démocratique du Congo. Comme certains le disent, ils risquent de procéder comme ils l'ont fait en 1990, rappelez-vous, lors de la visite du pape Jean-Paul II. Il venait d'Ouganda et qu'est-ce que le FPR a fait? Ils ont envoyé des militaires, ils ont infiltré le Rwanda grâce au bus de l'ONATRACOM qui allait à Kampala, qui faisait Kampala-Kigali tous les jours. Eh bien, l'ONATRACOM croyait avoir des bons clients, mais en fait, c'était des militaires du FPR infiltrés. Et on sait ce qui s'est passé le 1er octobre. Ces infiltrés ont été les premiers à servir de cinquième colonne. Donc, moi, j'ai peur que Rwanda me serve de cheval de Troie. Les Rwandais vont commencer à aller à Kinshasa, à Lubumbashi, et partout en RDC, en costume, alors que ce sont des combattants du FPR, déguisés. Ils vont s'installer. Et sans être un oiseau de mauvais augure, dans quelques années ou dans quelques mois, on risque de voir des guerres survenir dans les différentes villes du Congo et il y aura déjà des infiltrés dans ces villes-là. C'est comme ça que travaille le FPR. Ce n'est pas une invention actuelle. Ils fonctionnent comme ça. Ils envoient des précurseurs en civil, en costume, des gérants de sociétés, de ceci, de cela, des paysans, des militaires déguisés en paysans comme cela se passe en Ituri. Comment cela se passe à Béni et environ? Des Rwandais qui sont là, qui ont été infiltrés qui ont été introduits par le FPR, et qui sont en fait des militaires prêts à se servir de leurs armes le moment venu. Je ne sais pas pour faire peur aux Congolais, mais je pense connaître le système du FPR et je ne doute pas que le discours du général Muganga Mubarak avait un sens. Il n'a jamais été ni grondé, ni sanctionné pour avoir prononcé son discours. Au contraire, il a été promu. Il a été promu. Et cela veut dire quelque chose. Donc, voilà. On ne va pas trop commenter parce que la situation évolue au jour le jour et aussi parce que certaines autorités congolaises ont tendance à minimiser cet incident, ces incidents, il y en a eu plusieurs. Bonne chance aux Congolais, mais les patriotes congolais doivent aussi savoir que nous sommes à leur côté, que nous ne soutenons pas ces incursions du Rwanda contre la souveraineté de notre grand voisin et nos frères congolais. Voilà. Vous parlez de comment justement les Congolais prennent cet incident. J'ai ici une vidéo de 2 minutes du porte-parole des militaires du FARDC, qui explique justement cet incident. Il parle même des pillages. Ça n'a pas été un voyage d'une compagnie du Congo comme ça, pour de bon voisinage ou de salutation. Non. Il y a eu vraiment une guerre. Donc, ils se sont battus avec les militaires du Congo. Les populations ont été... bon, on ne sait pas s'il y a eu des victimes,
mais il y a eu des pillages à première vue qui ont été aussi commis par ces militaires. Bon, je passe son morceau, cette vidéo, et on va analyser justement euh, la façon dont... Voilà, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais, et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Ben écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure appelée mécanisme conjoint de vérification élargi. Et ce mécanisme sera saisi incessamment, et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que ces amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt, mais du moins retenez que nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse, mais aussi nous avons enregistré des pillages d'après les informations que nous avons. Donc dans leur retranchement, il y aurait eu pillage. Donc voilà ce que vous devez retenir. Voilà, donc les Congolais, ils le savent, ce sont des militaires rwandais et une compagnie qui est venue et qui a traversé le Congo jusqu'à 6 villages, c'est quand même une centaine de kilomètres. C'est pas... D'ailleurs, il y a des vidéos amateurs qui les ont filmés sur des montagnes du Congo, vraiment dans l'intérieur. Je pense que c'est pourquoi tout à l'heure, en citant le député Seb Chimbo, je dis qu'il y a un manque de sérieux dans ce qu'il a affirmé, parce que d'abord, la première chose à dénoncer, c'est cette violation de l'intégrité territoriale du Congo, et surtout du motif, du prétexte invoqué. Le Rwanda dit qu'il s'agit d'une poursuite de fraudeurs. Donc, c'est des gens qui étaient identifiés, des Rwandais ou des Congolais qui venaient du Rwanda, qui ont traversé la frontière vers le Congo. Quels que soient les produits objets de cette fraude, chez nous, ça veut dire des produits non déclarés. C'est comme si l'armée française, par exemple, l'armée, même pas la police de la douane, c'est comme si l'armée française faisait une incursion en Belgique pour poursuivre des fraudeurs, entre guillemets. C'est inacceptable. Ça n'existe nulle part ailleurs qu'entre le Rwanda et les pays voisins. Parce que tout simplement, le régime de Kagame se comporte comme en zone conquise. Les pays voisins sont des pays conquis. Pour Kigali, il n'y a pas de limite à l'intégrité. Le Rwanda se croit partout chez lui. C'est ça, en fait, le grand danger. Un régime en vient à penser que le territoire des autres pays lui est ouvert, bon gré, mal gré, avec ou sans l'accord des pays voisins. C'est ça la gravité de... Vous savez, au début de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, pour attaquer la Pologne, il n'avait pas fait autre chose. Il a
ils ont assassiné des gens à la frontière, qu'ils ont habillés d'uniforme, avec l'uniforme polonais ou allemand, je ne sais plus, et ils ont dit que les Polonais avaient assassiné des Allemands et ils ont commencé l'incursion en Pologne. Et c'est comme ça que la guerre avec la Pologne a commencé, par un subterfuge, un prétexte inventé de toutes pièces. Et là, Kigali nous dit que c'était des fraudeurs qui allaient en RDC. D'accord. S'il y a des fraudeurs, puisque vous avez des bonnes relations avec le pays voisin, ce qu'il y a à faire, ce n'est pas de poursuivre ces gens dans le pays voisin, c'est de prévenir les autorités congolaises en leur disant « il y a des fraudeurs qui entrent chez vous, arrêtez-les et neutralisez-les ». C'est ça la coopération, ce n'est pas d'attaquer le pays voisin. Quand j'ai parlé du caractère belliqueux de cette incursion, je pensais aussi, je voulais aussi parler de la réponse du Rwanda en expliquant cette incursion. Au moment où les Congolais depuis hier, ils multiplient les explications, les preuves de ces incursions, les Rwandais, ils se sont tus. Et c'est aujourd'hui à 15 heures, comme le montre le tweet du Rwanda, donc à l'ADF, des militaires rwandais, du ministère des Affaires, du ministère de la Défense rwandaise, ils ont parlé de cet incident seulement aujourd'hui, le 19, et à 15 heures. Après presque 2 jours, un jour et quelques heures, c'est là qu'ils ont daigné dire quelque chose à propos de cet incident. Et comment aussi, il faut voir aussi comment ils ont expliqué, comme vous le disiez, par un tweet, hein, vous imaginez, un tweet du ministère de la Défense qui dit, voilà, donc, settlement on cross-border incident in Rubavu district, vous voyez, le petit, donc, un tweet de 5 lignes, ils expliquent un incident transfrontalier comme celui-là d'une compagnie de militaires qui a franchi la frontière et jusqu'à aller à des centaines de kilomètres dans un autre pays avec des fusils et en tiraillant à gauche à droite, en combattant les militaires de ce pays voisin. Et on explique cela par 5 lignes. Si je peux les traduire. Ils disent qu'ils ont traversé a few meters, quelques mètres en RDC. C'est ça. A few meters, même pas a few kilometers. Ils disent, si je peux traduire ce petit tweet, ils disent que le 18 octobre 2021, les forces de sécurité rwandaises ont poursuivi les contrebandiers qui ont traversé la frontière rwando-congolaise à Hehusel, en secteur Bugeshi, district de Rubavu. Les forces de l'ordre rwandaises ont franchi involontairement, je vais d'ailleurs montrer là où j'ai traduit ce tweet, ils disent que les forces de l'ordre rwandaises ont franchi involontairement quelques mètres en RDC, tout en poursuivant les passeurs qui transportaient des colis non identifiés et qui auraient été armés. Donc, les RDF, donc les militaires rwandais et les FARDC, les militaires congolais, entretiennent de bonnes relations. Je me demande l'utilité, vous êtes diplomate, ambassadeur d'exil Jean-Marie Vianney, mais je ne vois pas l'utilité d'une phrase comme celle-ci. Vous en parliez en parlant de l'intervention du député Sebishimbo. Comment, après une incursion, c'est ça le caractère belliqueux de la chose, de cette incursion, moi je trouve. Un tel acte, tu vois, on voit que cet acte, pour eux, je veux parler des militaires rwandais, du Rwanda, c'est un acte tout aussi banal, insignifiant,
Mais on se dit, mais jusqu'où vont-ils aller, Jean-Marie Vianney? On peut commettre un crime, on peut faire n'importe quoi, mais si on ne le reconnaît pas, à la limite, eux, ils se vantent, ils disent, non, ils ont bien fait de poursuivre ces passeurs, ils se vantent. Mais je me suis dit, mais ils sont dans quel monde? Vous qui êtes diplomate de carrière, est-ce qu'un incident comme ceci, ça peut se discuter avec quelqu'un qui prend l'incident comme ça? Moi, je ne connais pas un autre exemple dans le monde où un gouvernement se comporte de cette manière-là. Il s'agit décidément de l'extrapolation ou de la mise en pratique de ce que certains appellent le suprémacisme de Kigali. Ils ont une mentalité de suprémacistes. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de tout, de toutes les lois, de la loi internationale, et aussi, ils se considèrent comme supérieurs aux autres peuples, en fait. C'est vraiment du suprémacisme qui n'existe nulle part ailleurs. Mussolini. Vous voyez ce qu'ils ont fait avec les Ougandais. À la frontière avec l'Ouganda, ils ont fermé la frontière et ils ont commencé à abattre des Ougandais qui passaient par les Panyards, les Rwandais qui voulaient aller en Ouganda. Mais si l'inverse s'était passé une seule fois, ils auraient déclaré la guerre. Hein. C'est ça le suprémacisme, c'est-à-dire se croire au centre du monde. Avoir des droits supérieurs à ceux des autres, pouvoir se permettre tout ce que vous voulez, alors que les autres doivent se mettre au garde à vous. C'est ça qu'ils sont en train de pratiquer en diplomatie. Et puis, bon, il n'y a qu'à voir les lauriers qu'on leur a cousus à partir des faits de guerre au Mozambique et en Centrafrique. C'est ça qui les fait vibrer. Ils sont ivres de ces victoires, de ces petites victoires qui n'en sont même pas, parce que là aussi, c'est des victoires à la Pyrrhus. Hein. Moi, je pense vraiment que Kigali devrait se calmer, reconnaître la primauté du droit national et international en même temps, parce qu'il n'y en a pas un qui est... En tout cas, le Congo doit protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale, comme le Rwanda le fait. Donc, ils n'ont pas à justifier d'avoir traversé de quelques mètres. Ouais, là aussi, là, c'est malhonnête. C'est malhonnête. C'est 6 villages. C'est quelques mètres. De quelques mètres. J'aimerais bien voir un village congolais qui est logé sur quelques mètres. Alors là, c'est vraiment de la mauvaise foi à laquelle Kigali nous a toujours habitués. Là, il ne s'agit pas de s'acharner contre ce pauvre régime de Kagame qui est en bonne relation et qui pratique la bonne diplomatie avec les voisins. Non, non, non. C'est de l'agression. On dirait même qu'ils sont en train de tester un peu la résistance de l'armée congolaise. On dirait qu'il y a quelque part un projet. Quand on voit tout ce que nous avons dit, Rwandais à Goma, tout ce qui s'est passé récemment encore, les différents incidents, on dirait qu'ils sont en train de tester la solidité du front congolais dans le nord Kivu. Ils sont déjà là, mais maintenant, ils veulent vraiment voir, est-ce que si on y va avec 1500 militaires comme ceux, ou 2000 comme ceux qui sont au Mozambique, est-ce que le Congo est capable de résister? C'est ça la vraie question. Alors, Aloïse, je vais devoir vous laisser parce qu'à 20h30, j'ai une autre activité qui m'attend. Oui, je le savais. C'est pourquoi j'ai essayé de speeder un peu les bisous. Je vous remercie en tout cas de votre présence. Je vous remercie, Amandine Jean-Marie Vianney, de votre expérience que vous nous avez partagée dans les relations entre les pays et dans la politique interne qui a des ramifications que vous nous avez expliquées à l'extérieur. J'espère vous retrouver encore une fois mardi prochain. Et Radio Rumuri et ses auditeurs vous remercient et vous souhaitent une excellente soirée chez vous. Et si la santé nous le permet, moi personnellement, je serai là
Un dernier mot quand même à mes frères congolais, avec lesquels je partage, que je le veuille ou non, le destin depuis mon enfance. Le Congo a des moyens de pression qu'il a le droit et qu'il peut exercer sur le régime de Paul Kagame. Des pressions économiques, mais aussi des pressions juridiques et judiciaires. On ne peut pas oublier que le Rwanda a participé au massacre de centaines de milliers de réfugiés rwandais et de millions de Congolais. C'est un levier que le Congo a le droit d'utiliser pour dire, écoutez, ça suffit comme ça. Vous avez provoqué la mort de millions de Congolais, ça suffit. Je crois que les responsables congolais doivent en être conscients et vraiment mettre tout en œuvre pour soutenir le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, qui se jette à l'eau chaque fois qu'il en a l'occasion, qui dénonce l'impunité en RDC et dans la région. Il faut que le pouvoir de Kinshasa soutienne ouvertement les demandes de Denis Mukwege pour la mise en place d'un tribunal chargé de poursuivre et de punir les responsables de ces crimes qui ont été documentés par le rapport Mapping. Et les Congolais doivent savoir que les patriotes rwandais que nous sommes à leur côté. Et nous sommes du même côté qu'eux pour réclamer la justice, pour combattre l'impunité au nom des peuples de la région, au nom des victimes, par centaines et millions de vies humaines fauchées par ces barbares. Eh bien, nous sommes là pour faire ce travail de mémoire et ce travail de justice ensemble. Je vous remercie. Merci, ambassadeur Ejima Jean-Marie Vianney, pour ce mot et ces conseils aux Congolais. Donc, nous espérons, comme je le disais, vous retrouver, si Dieu le veut, Inch'Allah, pour un peu décortiquer encore d'autres sujets d'actualité. Je vous remercie et à très bientôt, Anaïs. À très bientôt.